1-800-418-1111. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons le privilège de recevoir l'auteur France Martineau qui nous parlera de la négligence maternelle et de bien d'autres sujets dont il est question dans les deux romans qu'elle va nous présenter en ce jour. En plus de ça, on va avoir le privilège de partager avec elle certaines parties de son histoire personnelle, en fait, toutes ces histoires-là qui l'ont poussée et qui l'ont inspirée à écrire les deux romans qu'elle nous présentera en cours de cette émission. Ensuite, Dominique Fauteux du Musée canadien de la nature nous fera découvrir la vie des petits mammifères. Il en a envoyé quelques-uns et avec vous, je vais les découvrir aujourd'hui. On a aussi Dominique Drouin, conseillère indépendante Arbonne, qui va nous donner le goût d'utiliser des boissons sportives. Tout ça et bien plus à l'émission, donc je vous demande de rester connectés. Je vais revenir sur un sujet important pour ce jour aujourd'hui 1er mai. Le goût pour la vie, c'est un organisme qui décide ou qui a décidé depuis quelques années de soutenir des personnes qui sont atteintes de VIH. Quand je parle de soutien, ça peut être un soutien matériel, ça peut être un soutien financier ou même un soutien social. Ces personnes-là sont souvent lésées parce que jusqu'à date, le VIH ou même le sida, c'est un sujet un peu tabou. Et ces personnes essaient de sortir de l'ombre tout ce qui a rapport avec ce sujet qui est dit tabou. Et ils viennent en aide d'une manière assez spéciale à des personnes qui sont atteintes de VIH. Et à ce sujet, aujourd'hui, mercredi 1er mai, sur tout le territoire, ici à Ottawa et dans plein d'autres villes, ailleurs, il y a une liste de restaurants qui est sur le site web. Alors, vous essayez de vous localiser, essayez de savoir où est-ce que vous êtes et vous allez voir la liste des restaurants. Choisissez un restaurant, allez-y manger là-bas avec vos amis, avec vos collègues, avec vos parents. Et puis, une partie de ce que vous aurez déboursé là-bas sera attribuée à cet organisme-là qui est vraiment apporte un grand soutien à des personnes qui sont atteintes de VIH. Là, c'est seulement aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de sortir manger pour le lunch ou même pour dîner ce soir, pensez à cette cause-là et entraînez-vous vers un restaurant qui soutient aussi la cause de ces personnes-là. Accompagné de la dame qui nous parlait de cet événement d'aujourd'hui, il y avait un monsieur assez sympa qui nous a visité aussi. Il est plutôt de la Maison Brousse. La Maison Brousse, c'est une maison, un organisme aussi, mais une maison qui vient vraiment en aide, comme je l'ai dit tantôt, aux personnes qui sont atteintes de VIH. Ça fait, comme il nous a dit, ça fait 4 ans qu'il est avec eux, mais aujourd'hui, il est rendu au conseil d'administration et il veut faire encore plus. Vous pouvez soutenir d'une manière quelconque que vous pouvez. Vous pouvez être bénévole, vous pouvez faire plein de choses avec eux là-bas. Et il a dit quelque chose qui est venu me chercher. Il a dit, le monde pense que... en nous côtoyant directement, ils vont avoir la maladie, mais ça se passe pas comme ça. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment besoin de nous. Donc, si vous voulez apporter, vous avez un bout de temps que vous voulez apporter un soutien, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web de la Maison Brousse pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font, parce que j'ai donné juste quelques lignes pour être sûr de ce qu'ils font là-bas et pourquoi pas apporter votre soutien. Alors tout ça c'est pour aujourd'hui et pour toute l'année en fait parce que ils ont besoin de votre soutien, donc durant l'année vous pouvez apporter le soutien que vous pouvez. Mais la semaine prochaine, je pense le samedi 11 mai, il y a la soirée Saphir. Si vous n'avez pas encore pris vos tickets, à ce qu'on a entendu, il en reste vraiment peu et les tickets ne se vendront pas à la porte. La soirée Saphir, c'est une soirée qui honore les femmes de la francophonie qui se sont démarquées au courant de la dernière année. Il y a plein de personnalités, je devrais dire, qui sont invitées à cet événement-là. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de prendre vos tickets, vous pouvez visiter le site web de la Fondation franco-ontarienne ou même aller sur le Facebook de la Fondation franco-ontarienne parce qu'il y a un lien là-bas où, lorsque vous cliquez, il vous dirige directement vers le Eventbrite pour prendre vos tickets. Donc, ça, c'est pour le samedi prochain. Ça s'en vient à grands pas. Donc, si vous n'avez pas encore pris vos tickets, n'oubliez pas que vous avez l'occasion de le faire sur le site web ou sur Facebook. Je vous parle maintenant d'un concours qui a été lancé par les éditions David et ce concours s'appelle Racontez-nous l'Est ontarien. Ce concours s'adresse à tous les francophones et francophiles qui résident dans l'Est ontarien ou qui y ont passé des moments de leur vie. Donc, peu importe si vous êtes passé par là, peu importe si vous vivez là,
professionnel ou amateur, vous êtes invité à écrire un texte qui va venir vous chercher à vous-même là. Puis en même temps, en partageant cette histoire-là, ça va forcément accrocher des personnes. Et tous les textes qui seront retenus auront la chance d'avoir un recueil qui va réunir tous les textes gagnants, comme je le disais tantôt, et ça sera publié à l'automne 2019. Pour les amateurs, pour les professionnels, ça va encore, mais pour les amateurs, il y a des ateliers d'écriture, qui vous ont offert. Donc, pour toutes les autres informations qui entourent ce concours Racontez-nous l'Est ontarien, je vous invite à visiter le www.editiondavid.com, le site web qui s'affiche à l'écran pour avoir plus de renseignements et participer à cette nouvelle édition-là. Il y a l'Alliance française aussi qui lance pour les bébés et pour les tout petits, donc de 0 à 4 ans, je pense, des activités ludiques pour pouvoir pratiquer le français. Donc, ils sont invités, les tout petits, à être accompagnés forcément par leurs grands-parents, par les parents, pour passer un bon moment là-bas avec vos tout petits parce qu'ils ont plein de jeux pour vos enfants. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.af.ca pour avoir plus de renseignements. Comme je vous disais tantôt en début d'émission, Dominique Drouin est avec nous. On va parler des boissons sportives. Donc, restez avec moi parce que juste après la pause, elle est avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Julie Blecomo, l'animatrice de l'apéro avec Julie. On met la table d'une conversation qui se poursuivra dans vos maisons et dans vos salons. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par les lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Martin Rochelot du groupe Les Rats de Swamp qui était de passage à Contact Ontarois. On parle de leur musique, un mélange de traditionnel et de rock. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Dominique Drouin, avec qui on va parler des boissons sportives. Puis il y a toute une panoplie d'affaires que tu nous présentes déjà. Hein? Oui, Ouais. bien on sait que c'est le printemps. On aime ça se remettre en forme au printemps. Les salles de gym sont Pleines. On voit des gens courir à l'extérieur, Ouais. il commence à faire beau, ça fait du bien. Donc, on veut prendre de l'air, on veut se mettre en forme. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des boissons sportives qui existent sur le marché qui vont venir nous aider, dans le fond, à améliorer vraiment nos expériences sportives, nos activités, notre énergie, au niveau de nos muscles, au niveau de tout ça. Donc, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Moi, je me suis remis à l'entraînement depuis peut-être 6 mois. OK. C'est toujours un défi pour moi, l'exercice. C'est pas quelque chose qui est naturel, mais d'avoir vraiment ces produits-là, bien, ça vient supporter vraiment les efforts que je fais aussi. OK. Et des fois, on pense qu'il y a peut-être pas d'autres substituts, et il y en a. Donc, je vais commencer par vous parler de la gamme Phytosport, OK. qui est une gamme, dans le fond, comme je dis, de nutrition sportive. On appelle ça de la nutrition sportive, qu'on a, nous, avec Arbonne, qui sont faites à base d'ingrédients botaniques, à base de plantes. Donc, comme vous savez, toujours dans notre philosophie pure, sûre et bénéfique. Donc, 3 produits au niveau de l'entraînement. Donc, que vous soyez quelqu'un qui fait de l'entraînement physique de façon plus intense, que vous êtes quelqu'un qui fait un peu de marche, un peu de course, peu importe l'activité physique, vous pouvez utiliser ces produits-là. Surtout que tu as dit, ça te donne de l'énergie, en fait. Exactement. Ça va venir aider au niveau de la constitution musculaire, au niveau de l'élimination des graisses, au niveau de l'hydratation. Donc, exemple, si je prends hydratation totale qui va venir nous aider pendant qu'on fait l'exercice, OK. qui va venir nous donner les électrolytes qu'on a besoin.
quand il y a de la grosse chaleur, là, c'est bien beau, là, le temps chaud tarde à arriver, mais bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, la chaleur va arriver, donc il faut bien s'hydrater. Donc, on recommande, dans le fond, pour commencer, préparation et endurance. Un produit qu'on va venir prendre à peu près 30 minutes, on recommande de le prendre avant l'activité sportive. Peu importe laquelle, t'as dit, la marche... Oui, c'est sûr que si c'est pas une activité de haute intensité, peut-être que de prendre quelque chose d'autre va être suffisant, mais moi, je le recommande même même si c'est une marche ou peu importe, ça va venir vous aider aussi à métaboliser les graisses, à l'élimination, tout ça. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir de cette ligne de produits-là, les principaux ingrédients, c'est de la cayenne, c'est du ginseng et c'est du curcuma, qui sont vraiment des ingrédients extraordinaires qui vont venir aider la circulation, qui vont venir également améliorer la performance physique, et le curcuma qui est une source d'antioxydants extraordinaire. Donc, on vient le prendre 30 minutes avant l'activité sportive. Et moi, ce que je vois, c'est que je sens un regain d'énergie, surtout quand on veut faire peut-être de la musculation ou quand on a des longues durées ou on a peu importe, si on veut aller faire de la course ou peu importe les activités cardiovasculaires. C'est très intéressant. Présentement, jusqu'au 10 mai, ce produit est en spécial. Si vous achetez une boîte, vous avez la deuxième boîte gratuite. Donc, c'est intéressant à savoir. C'est le moment. Oui, et ça goûte super bon également. Donc, on prend ça dans à peu près 500 ml d'eau. Et ça tout a très, très bon goût, là. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut se boucher le nez pour boire. Au contraire, on l'apprécie énormément. Un autre produit que j'aime beaucoup, c'est l'hydratation totale. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui consomme des boissons plus sucrées comme du Gatorade, du Powerade, toutes ces boissons-là qui sont plus sucrées, qui sont faites avec des colorants artificiels, des arômes artificiels. Nous, ils ne contiennent aucun arôme artificiel, aucun colorant artificiel et tout ça. Et ça, moi, exemple, mon fils qui joue au hockey ou peu importe, je peux y en mettre dans une bouteille d'eau pendant l'activité sportive. Donc, vous allez marcher pendant une longue période de temps, vous allez courir, vous faites un entraînement. Pendant votre entraînement, il y a des électrolytes à l'intérieur. Donc, ça va venir continuer à vous aider à vous hydrater pendant l'activité sportive. Je comprends. Fait que ça se prend durant l'activité. Durant l'activité. Donc, ça, c'est avant, durant. Et on a aussi le après. Oui. Donc, l'après, le post-entraînement, lui, va vraiment venir vous aider au niveau de la reconstitution des muscles, au niveau des cellules musculaires, au niveau d'aller enlever la tension. Moi, ce que je remarque beaucoup, surtout quand on commence à s'entraîner ou quand on fait des gros entraînements, quand j'ai commencé à m'entraîner, vraiment, beaucoup plus intense cet hiver, là, tu sais, pendant 3 jours, là, tu marches comme ça parce que tu as tellement mal aux jambes et tout. Un produit comme ça va venir vous aider à activer votre système qui va faire en sorte que vous allez avoir, justement, moins de douleur, vous allez être moins raqué. Ça va venir vraiment aider votre muscle à se reconstituer plus rapidement. Donc, c'est vraiment un produit extraordinaire que je recommande aussi à tout le monde pour après. Donc, idéalement, on le prend à 30 minutes après. 30 minutes après. Donc, on a 30 minutes 30 minutes avant, 30 minutes après, puis ça pendant. C'est beau. OK? Puis moi, même des fois, là, ça peut arriver, j'ai oublié de le prendre 30 minutes. Bien, je le prends 1 heure ou 2 après. Je me dis, ça ne dérange pas du tout. C'est sûr que l'efficacité est peut-être un peu différente, mais j'aime mieux quand même le prendre que pas le prendre du tout. C'est mieux. Okay, c'est bon à entendre. Oui. Donc, on peut le prendre dans un gobelet comme celui-là. Il y a aussi, avec Arbonne, on a des protéines de pois de riz de Camembert, des protéines végétaliennes, sans goût, qu'on peut venir ajouter. Voilà. Donc, il y en a qui aiment ça prendre une boisson frappée post-entraînement pour venir ajouter de la protéine en plus. Donc, tous ces produits-là peuvent venir s'ajouter à votre shake de protéines. Le post-entraînement, surtout, on peut venir ajouter ça puis le boire tout de suite après notre entraînement. Ça, c'est très bon à savoir. Ensuite... Puis, ils sont tous en sachet, hein? Donc, ça se met très bien dans le sac de gym, dans le sac à main, peu importe. C'est très, très facile aussi à apporter. Alors, voilà. Et d'autres boissons qui sont intéressantes, qui sont peut-être pas nécessairement des boissons spécifiques. Ah oui, ce que je voulais juste mentionner au niveau du phytosport, ces produits-là sont certifiés BSG. Ce que veut dire? Qui est l'organisme Banned Substance Control Group. C'est un groupe qui existe au niveau de toutes les associations sportives plusieurs à travers le monde, qui s'assure qu'il n'y a pas de médicaments controversés ou peu importe dans certains produits sportifs. Donc, soyez assurés que si vous êtes quelqu'un qui fait du sport de compétition, il n'y a aucun problème. Tout est beau. Pour vous ici, oui, c'est la bonne gamme pour vous. C'est une gamme extraordinaire pour vous. Et moi, j'aime bien les fizz. J'en ai déjà parlé dans une autre chronique.
Les fizz qui sont, dans le fond, une boisson énergisante qui va venir remplacer si vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup de café, si vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup de Red Bull ou le Rockstar, toutes ces choses-là, toutes ces boissons-là qui sont très énergiques, bien, ça va venir vous aider. C'est avec du ginseng, de la guarana, du thé vert, donc une caféine qui est naturelle, qui va venir aider aussi avec votre focus, votre vigilance. C'est ça que tu as dit, surtout en début d'après-midi, on a tendance à moi, j'en prends un en fin comme à cette heure-ci le matin, un autre plus après 2-3 heures pour vraiment me permettre. Et ça l'aide aussi au focus, la vigilance, et ça l'aide aussi à éliminer encore là l'inflammation dans notre corps, les toxines et tout ça. Et ça a très, très bon goût. Donc, on a différentes saveurs, citron, grenade. Et on a ce nouveau-là qui va sortir dans quelques semaines, les nouveaux aux fraises. Alors, ils sont extraordinaires. Alors, vous voulez pas manquer ça. Si vous voulez des commandes spéciales, faites-moi signe. Ça me fera plaisir de vous en réserver parce que j'ai l'impression qu'ils vont partir très, très, très rapidement. C'est déjà très prisé, je pense, les boissons énergisantes, parce que la dernière fois, tu en as parlé, et puis... C'est très populaire. Les gens adorent ça. On a toujours des sachets. Moi, j'ai toujours des sachets avec moi, donc je suis jamais mal pris si j'ai une baisse d'énergie. Puis ça nous fait boire plus d'eau. Donc moi, on peut le mettre dans un 500 ml d'eau. On peut le mettre dans 250, dépendant du goût. Mais l'efficacité est là. Et c'est un produit vraiment très, très, très populaire là, chez Arbonne. Alors voilà. Fait que ça peut être aussi une boisson qu'on boit beaucoup pendant l'été. On peut faire différents breuvages avec ça. On l'ajoute avec de l'eau minérale, on l'ajoute avec de l'eau, avec du citron. Il y a plein de petits breuvages intéressants qu'on peut faire aussi. Toujours pour nous rafraîchir. Donc, moi, j'aime bien aussi, quand je m'entraîne, je peux prendre un fizz. On peut mélanger un fizz avec une hydratation totale. En même temps. En même temps. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et moi, dans ma grosse bouteille, souvent, là, je vais partir, je vais mélanger tout ça et je sais que je suis très bien hydratée. Parce que tout part de l'hydratation. Et on dit qu'on devrait boire. Donc, je vous donne un exemple. Si vous pesez 150 livres, on devrait boire 1 litre d'eau par 50 livres. Donc, si vous pesez à peu près 150 livres, ça veut dire que vous devriez boire à peu près 3 litres d'eau par jour. Donc, avec ces boissons-là, bien, ça nous aide aussi à boire plus d'eau. Merci beaucoup, Dominique. Mais tu as dit que si on voulait te contacter, c'est quoi, sur un site web? Oui, mon site web, Dominique Drouin, toutensemble.arbonne.com. Sinon, vous pouvez aussi aller me suivre sur ma page Facebook, Dominique Drouin, ENVP, ou également sur ma page Instagram, Dominique Drouin, ENVP. Merci pour toutes ces informations. Donc, vous avez entendu à la maison. N'oubliez pas que vous pouvez visiter son site web, celui qui s'affiche à l'écran, et puis avoir des renseignements avec elle, et puis vous procurer les produits qui sont là. Après la pause, on va rencontrer Dominique Fauteux du Musée de la Nature. On va parler des petits mammifères. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aussi la plus folle, t'es aussi la plus folle que je connaisse. Mais Gisèle, t'as les plus beaux seins, t'as les plus beaux seins que j'ai vus. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Dominique Fauteux du Musée de la Nature et je pense que je vais rester pendant l'émission, là, toute comme ça, là. Parce qu'il a porté des affaires, là, qui me regardent comme ça. Mais ils sont morts. Ils sont morts. En effet, c'est des spécimens de musée.
Donc, ça fait des années. Toi, tu es chercheur scientifique et tu te spécialises sur les mammifères. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, rendre ton travail intéressant pour nous, là? Oui, en fait, je suis biologiste de formation. Puis, avec le temps, je me suis intéressé à la recherche, donc à tout ce qui était question d'aller fouiller un peu dans la biologie, en connaître davantage, puis déceler un peu les secrets des mammifères. Puis ça m'a vraiment fasciné depuis, depuis mon baccalauréat. Dans le fond, évidemment, avant, j'allais aussi à la pêche avec mon père. Je voyais les animaux au loin, comme quand on marchait en forêt, je voyais des lièvres, par exemple. Mais j'ai voulu transformer ça en mon travail, que je puisse faire ça régulièrement. Là. Ça t'a appelé. Voilà. Ensuite de ça, j'ai fait des études supérieures. Donc, je suis allé à l'université pendant plusieurs années, fait une maîtrise, doctorat, et éventuellement, j'ai réussi à déceler un poste au Musée canadien de la nature en tant que chercheur. Et là, je peux travailler sur ma passion au quotidien. Puis là, tu te spécialises, comme j'ai dit, sur les mammifères marins ou terrestres, en tout cas, lesquels des mammifères? Terrestres, principalement terrestres. Okay. Donc, et en plus de ça, je m'intéresse aux plus petits animaux, les petits mammifères comparativement aux grands. Évidemment, les grands sont très populaires, les ours, les orignaux, beaucoup les gens vont les chasser, par exemple, donc c'est comme ça qu'on les connaît bien. Mais ceux qu'on va pas manger nécessairement, eux autres, on les connaît moins. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de spécimens, comme tu nous montres ici au musée de la nature, là? Oui, en fait, juste ici, ce sont tous des spécimens de nos collections, de la collection nationale. Okay. Évidemment, on a beaucoup d'autres espèces. Ici, c'est vraiment seulement qu'un tout petit échantillon de nos espèces du Canada. Okay. Et en plus de ça, au musée, on a même des espèces un peu de l'extérieur du pays, donc par exemple de l'Europe, de l'Asie. Donc par exemple, on a quelques fameux lemmings de Norvège, les lemmings qui sont réputés pour peut-être se suicider. En tout cas, c'est le fameux mythe du lemming qui se jette en bas de la falaise. C'est beaucoup employé, par exemple, en économie ou en tout cas, toutes sortes de façons utilisées comme des métaphores. Mais sinon, on a d'autres animaux, par exemple, plus des pays plus tropicaux. Donc, on a certaines chauves-souris. Là, ici, j'ai apporté uniquement des spécimens du Canada. Okay. Fait qu'aujourd'hui, on peut se concentrer sur eux. OK. Aujourd'hui, on connaît plein les plus grands mammifères. On les connaît pratiquement tous. Mais aujourd'hui, tu m'as dit qu'on se spécifiait sur les tout petits. Oui, exact. Fait que, par exemple, peut-être un des cas, un des animaux qu'on voit plus souvent, là, il y a l'écureuil roux. Oui, je l'ai vu ce matin. Quelque part, ouais. Certainement. Puis en plus, en ville, en plein milieu de la ville, on va avoir des écureuils gris. Même s'ils sont noirs, c'est un peu la même espèce que les gris. Mais ceux-là, certains vont les apprécier plus ou moins parce que, ils viennent manger les graines des oiseaux. Ils mangent les fils électriques. Donc, c'est un peu, parfois considéré comme une peste en ville. Cependant, pour les autres espèces, là, ici, il y a les souris, oui, qui peuvent rentrer à l'intérieur des maisons ou des garages. Mais je veux juste qu'on revienne sur celui-là. Est-ce que tu as dit qu'il se trouvait aussi en ville, hein, le roux? On peut le retrouver en ville? Dans les parcs. C'est rare qu'on va le trouver dans la cour arrière, en plein milieu de la ville. Ça, on va avoir vraiment des écureuils gris qui sont généralement un peu plus gros que le roux. Ils se reproduisent seulement entre eux. Ils se font par... C'est ça. Les écureuils gris se reproduisent entre écureuils gris. Ils ne se mixent pas avec les écureuils roux. C'est deux espèces séparées. Ils ne peuvent pas s'entrecroiser. Là. Ils ne peuvent pas. OK. Fait que ça va pas arriver même si, génétiquement. Exact. D'accord. Tu nous parlais de... Ça, j'aime pas, les souris, là. Honnêtement, je sais pas exactement pourquoi à la base il y a cette phobie-là qui est apparue. Peut-être c'est en lien un peu un lien historique parce que c'est des animaux en effet qui peuvent être porteurs de certaines maladies. On va parler par exemple de la peste qui était transportée par les rats en Europe, qui avait décimé presque la moitié de la population européenne dans les années 1300. Donc probablement que le lien vient que c'est peut-être porteur de maladies. C'est pas nécessairement des animaux qui sont non plus appréciés, encore une fois, parce que... Puis ils mangent tout. Ils mangent tout, exactement. Puis les chasseurs qui ont leur camp de chasse en forêt, ils vont souvent retrouver des toutes petites crottes de souris dans leur kit à cuisine, ce qui est vraiment pas apprécié non plus. Mais ce qui est important, par contre, évidemment, moi, je vais vous amener à peut-être changer un peu cette idée-là de peste, que c'est quand même des animaux qui sont très importants en forêt, là, qui ont un rôle très important pour maintenir ces écosystèmes-là.
Est-ce que, je sais qu'il y a plusieurs types de souris, oui. Est-ce qu'il y a la musaraigne dont on doit parler aujourd'hui? Tu nous as apporté quelque chose d'une musaraigne? Oui. Mais il y a aussi le mulot, c'est 3 types différents? Oui, bien, on a beaucoup d'espèces. Comme par exemple, la musaraigne, je vais tout de suite la mettre de côté parce que c'est un insectivore. Donc, c'est même pas un rongeur. Son crâne est totalement différent, ses dents sont totalement différentes. Mais au niveau des rongeurs, les souris et les mulots, communément appelés, voilà, les mulots, mais le nom un peu plus vernaculaire, c'est le campagnol. Donc, on parle de campagnol. Okay. Et ces animaux-là, forestiers, parfois aussi, on va les retrouver en forêt. Ils sont un peu partout. Souvent, les chats vont les rapporter à la maison. Oh oui, ils s'en font encore joie, les chats. Ils les adorent. Donc, et parfois, bon, on voit... certains chats vont même les apporter vivants. Mais bon, on ne rentre pas dans ces détails-là pour pas vous faire peur davantage. Mais c'est des animaux qui sont non seulement mangés par les chats, mais sont mangés par les renards, par les oiseaux de proie, donc par exemple les hiboux, les chouettes. Donc c'est des animaux qui sont consommés par tellement d'animaux que s'ils disparaissaient, on perdrait aussi tous les animaux qui les mangent, qui les consomment. Donc c'est pour ça Parce qu'ils n'auront pas, de quoi se nourrir en fait. Exactement. La chaîne alimentaire. Exactement. Donc les rongeurs et les musaraignes sont à la base de la chaîne alimentaire chez les vertébrés, donc c'est-à-dire les grands animaux à fourrure et à plumes aussi dans nos forêts. Et là, vu qu'on est au printemps, on va commencer à les voir sortir. Donc c'est des animaux qui restent actifs généralement tout l'hiver sous la neige. Et là, à ce moment-là, vu qu'il n'y a plus de neige, ils vont commencer à sortir pour aller chercher de la nourriture un peu plus ailleurs. Pas dans nos maisons. Parce que là, il y a toujours des affaires et des gens qui viennent comme vérifier tout ça. Et puis on est bien chanceux pour ça. Je peux te garder avec moi? Après la pause, on va parler du petit mammifère, plus spécifiquement de la musaraigne. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Dominique Photo avec moi du Musée de la Nature. On parle des mammifères, puis on s'en allait pour parler de la musaraigne qui a une bouche comme très longue. Pointu, très pointu. Ben ça, c'est vraiment parce que c'est des animaux qui, souvent, on va penser que c'est un peu comme des rongeurs, donc ils vont manger... C'est celle-là ici, hein? Exactement. C'est tout petit. Exact, c'est parmi les plus petits mammifères au Canada qui vont faire à peine 2 à 3 grammes. C'est vraiment minuscule. On a plusieurs espèces au Canada. Donc, dans l'Est canadien, par exemple, on en a 8. Si on va jusque dans l'Ouest, on peut augmenter ça peut-être à une quinzaine. Mais c'est des animaux qui sont, eux également, chassés énormément par beaucoup d'animaux, mais ils ont aussi un rôle de mangeurs d'insectes, mangeurs de pestes forestières. Donc, c'est des animaux qui vont manger beaucoup, par exemple, du tentret, du mélèze, qui ont même été utilisés comme un peu une arme par les forestiers pour essayer de réduire ces pestes-là, le tentret du mélèze. Et autrement, c'est aussi
Voilà, des animaux qui s'apparentent un petit peu aux chauves-souris par leur diète. Les chauves-souris vont être aussi des insectivores, donc des mangeurs d'insectes, qui, eux, par contre, vont aller chercher plutôt les insectes volants. Bon, les musaraignes vont manger les larves dans le bois mort, par exemple, qui vont se nourrir voilà, dans du bois en décomposition. Tandis que les chauves-souris, on va même souvent les retrouver près des secteurs agricoles. Oui. Il y a des études qui avaient même identifié que les chauves-souris avaient tellement un rôle important dans le secteur agricole qu'ils mangeaient tellement d'insectes qu'ils sauvaient à peu près des coûts en milliards de dollars en service écologique. Un service écologique, c'est dans le fond, c'est les animaux qui sont là, qui font leur petit train-train quotidien. Et ça l'aide, exactement, qui nous aident en mangeant les pestes. Et ça, voilà, ça pouvait être estimé jusqu'à au-dessus de 3 milliards de dollars annuellement aux États-Unis. Donc, un rôle extrêmement important. Malheureusement, dans les dernières années, les 10-15 dernières années, il y a eu le fameux syndrome du museau blanc qui sont apparus au Canada et aux États-Unis, en premier aux États-Unis. C'est une maladie, donc c'est un champignon qui s'attaque aux chauves-souris au niveau du museau. Et ce qui arrive, c'est que les chauves-souris, pendant l'hiver, ils vont aller passer l'hiver dans des hibernaculums, c'est-à-dire dans des cavernes, où il va avoir une certaine température qui est maintenue et une certaine humidité. Okay. Malheureusement, l'humidité qui est là-dedans favorise ce champignon. Des champignons. Exactement. Et le champignon vient attaquer le museau, et ce qui force un peu les chauves-souris à augmenter leur métabolisme pendant l'hiver, mais malheureusement, l'hiver, les chauves-souris se nourrissent pas. Donc, en augmentant leur métabolisme, ils brûlent leurs réserves et éventuellement, ils deviennent tellement épuisés d'essayer de combattre ces champignons-là que les chauves-souris meurent. Et c'est tellement dévastateur pour certaines espèces cavernicoles, donc celles qui vivent dans les cavernes, que pour certaines espèces, plus de 90% de la population nord-américaine a disparu. Donc c'est un facteur majeur. Par contre, il y a certaines espèces qui sont plutôt considérées migratrices, donc qui vivent plus à l'extérieur des cavernes à l'année longue. Ces chauves-souris-là ne sont pas affectées. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les chercheurs, c'est de trouver un remède pour tuer le fameux, ou du moins contrôler le fameux syndrome, le fameux champignon, notamment par exemple en utilisant des bactéries qui viennent contrer la propagation du syndrome du museau blanc. Et il y a aussi des nouvelles techniques peut-être avec les ultraviolets qui semblaient fonctionner. Par contre, il y a toutes sortes de facteurs qu'il faut considérer. Par exemple, l'ultraviolet, ça force un peu le soleil à revenir parce que c'est une lumière artificielle qui affecte un petit peu le quotidien ou plutôt le métabolisme des chauves-souris. Donc, en ce moment, c'est plutôt une bactérie qui contrôlerait un peu le museau blanc qui va aider les... Fait que c'est vraiment dans des coins humides. Donc, ces chauves-souris qui sont dans des lieux tropicaux, là, ils n'ont pas ça. Pour l'instant, on parle vraiment plus des espèces nord-américaines qui sont beaucoup affectées. Et ce fameux champignon-là existe en Europe et en Asie. Par contre, il semble que les chauves-souris là-bas aient développé une certaine résistance et ils ne sont pas affectés de façon aussi drastique que nos chauves-souris en Amérique du Nord. Voilà. D'accord. Il nous reste 4 minutes, mais j'aimerais bien... Je vais aller avec celle-là. On va retourner au niveau des rongeurs. Donc, les rongeurs, c'est des animaux qu'on va commencer à revoir un peu ce printemps, à aller se nourrir un peu des herbes qui recommencent à pousser. Aussi, ils vont aller fouiller dans les cônes des conifères, par exemple. Et ici, je trouve ça super intéressant. Elle n'arrête pas de me regarder, c'est pour ça que je de la tourner. Les fameuses souris sauteuses, c'est des animaux qui sont vraiment intéressants parce qu'ils ont des queues extrêmement grandes et ça nous permet de les séparer de tous les autres rongeurs, même des autres souris. C'est un peu comme les rats, parce qu'ils ont une longue queue aussi, les rats. Absolument. Les rats, ils vont avoir, par exemple, des queues peut-être un peu plus larges, tandis que les souris sauteuses, ils ont des très longues queues très, très fines. Les souris sauteuses, pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils ont vraiment des pattes arrière qui sont très développées, qui leur permettent de sauter très haut et qui vont courir très rapidement. Et on ne sait pas trop nécessairement pourquoi. Moi puis mes collègues, on avait observé que les petits nyctalins, donc c'est des toutes petites chouettes, sont très friandes de ces souris-là. Possiblement parce que c'est des animaux qui sont peut-être plus visibles pour ces oiseaux-là. Du moins, on s'est intéressé un peu à ça, mais on n'a pas encore trouvé pourquoi c'était tellement intéressant pour les nyctales. Elles sont bonnes, peut-être. Absolument, probablement. Puis peut-être
Non, continue. Je voulais juste poser une question par rapport à leur fourrure, mais tu peux continuer à ce que tu as ajouté parce qu'on a aussi les guests ici. Là. Oui, absolument. Peut-être juste un dernier détail sur la fameuse musaraigne. Un des phénomènes qui a été découvert tout récemment, ou du moins confirmé, qui est le fameux phénomène de Denel, qui est que ces animaux-là, en hiver, contrairement aux ours qui vont manger beaucoup pour accumuler des graisses de réserve en réserve, oui. Pour l'hiver, mais ces animaux-là vont faire l'inverse. Ils vont plutôt réduire leur taille. Donc, puis ils ont même découvert, certains chercheurs, que le crâne des musaraignes diminue en taille pendant l'hiver. Ils se laissent maigrir. Et le cerveau, c'est un organe qui a besoin d'énormément d'énergie. Donc, en réduisant la taille du cerveau, donc la boîte crânienne, on réduit énormément la dépense énergétique. Donc ça, c'est vraiment particulier de ces petits mammifères-là, complètement l'inverse des gros animaux pour s'adapter à l'hiver. Puis finalement, si on veut parler du dernier spécimen ici, qui est le condylure à nez étoilé, c'est notre taupe la plus commune qu'on a. Alors, on a aussi la taupe à queue velue, qui est proche aussi d'Ottawa et de Gatineau. Le condylure à nez étoilé, ce qui est bien particulier, c'est son nez. Donc, c'est c'est vraiment comme ça que son nez, il est. Exactement. Okay. Donc, c'est des espèces de vibrisses ou de petits doigts qu'on pourrait dire. Bien évidemment, c'est pas des doigts, ça fait partie du nez, mais c'est amovible et ça leur permet de détecter les insectes de façon très efficace. Donc, ils détectent les vibrations. C'est une espèce de radar, exactement. Très bien dit. Parce que je t'ai compris. Est-ce que tu l'as dessiné avant de venir? Mais OK, c'est vraiment un outil qu'il utilise, là. Absolument. Et puis qu'est-ce qu'il mange à part les insectes? Parce que lui, il mange des insectes. La musaraigne, elle mange des insectes et les larves et toutes ces affaires-là. En effet. Mais et celle-là? Les taupes, c'est la même chose. C'est également des animaux qui, vu qu'ils vivent dans le sol la majorité du temps, donc en été et même en hiver, qui vont vivre sous la neige, ils vont aller chercher les larves qui vivent dans le sol, littéralement. Ils vont creuser. Ils vont tomber de temps en temps de façon opportuniste sur des larves. Puis avec leur fameux radar, ils vont être capables de les trouver de façon moins aléatoire. Ils vont pouvoir en trouver plus facilement. Dernière question rapide, parce qu'il nous reste juste 10 secondes. Est-ce que tous les petits mammifères ont tous des fourrures? Les petits mammifères, absolument. Ils ont tous des fourrures et certains vont même changer de couleur, mais la plupart ne le changeront pas. Ils vont juste donner plus épais en hiver. Merci beaucoup, Dominique. Et vous, à la maison, j'ai plus peur des musaraignes, moi. Je n'ai même plus peur. Avec lui, j'ai été passionnée. Donc, si vous voulez faire un tour au Musée de la Nature, vous êtes invité à le faire. www.nature.ca pour prendre vos informations et y aller. Après la pause, on va parler avec l'auteur France Martineau de son histoire personnelle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'enclume entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus c'était la date autour du soleil. Et puis ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la trail en boucle, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plat les bras puis les yeux plus gros que la... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler de négligence maternelle, entre autres. Puis je suis avec l'auteur France Martineau, mais avant de parler de négligence maternelle, parce qu'en fait, on est là pour présenter le livre Russac, mais avant Russac, il y a eu Bonsoir la muette. Voilà, c'est ça. On peut parler un peu déjà de Bonsoir la muette?
Oui, en fait, Bonsoir la muette, c'est l'histoire, d'agressions de toutes sortes, mais surtout d'agressions sexuelles commises par mon père sur moi entre l'âge de près 5 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que je parte de la maison, en fait. Okay. Et on en parlait, l'image principale, la maquette, c'est moi, en fait, à l'âge d'à peu près 4-5 ans. Et, ici, sur l'image, c'était vous? Oui, c'est moi. Et ce qu'on ne voit pas, et souvent ce que je dis, c'est que les agressions sexuelles, on les voit souvent, on ne les voit pas. Non. Donc, sur cette image-là, ce qu'on voit, en fait, c'est une enfant à la plage, qui a l'air peut-être pas si heureuse, mais en tout cas, elle est à la plage, mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est le fait que cet enfant-là, d'abord, elle a arrêté de parler. J'ai arrêté de parler pendant 1 an. Et donc, à l'âge de 5 ans. De ses abus, en fait. Oui et non. Donc, la deuxième partie de la réponse à ça, oui, en partie, à cause des abus. Puis, l'autre, j'en parle dans Ressac, en fait. La raison pour laquelle j'ai aussi arrêté de parler à l'âge de 5 ans. Et donc, généralement, on ne voit pas ça. Les enfants ne vont pas nécessairement aller parler, parce que de toute façon... Ils ne trouvent même pas les mots juste pour exprimer. Exactement. Donc, c'est très difficile, les mots comme agression, abus. Ça n'a aucune résonance pour l'enfant. Et puis souvent, c'est commis par des gens très proches, un père, un cousin, un oncle. Alors, c'est des gens de confiance aussi et que l'enfant aime aussi. Parce que c'est ça qui est si difficile à comprendre, c'est que l'enfant continue à aimer ses parents malgré tout. Et c'est une relation alors très difficile. C'est difficile d'en parler. Donc moi, il a fallu... j'ai écrit ça en 2016. Okay. Il a fallu la mort de ma mère en 2010 pour que je trouve... Tout remonte. Que ça remonte et que je trouve aussi... Que je puisse en parler. Juste pour dire le courage, c'est pas c'est du courage, mais en tout cas... C'est ce que moi, j'allais vous dire, parce que ça demande beaucoup de courage de sortir et d'en parler, surtout que, peut-être la famille, les amis, OK, t'as vécu ça. C'est un peu... c'est pas comme si on te pointait du doigt, mais tu deviens un peu quelqu'un d'extraordinaire. Ouais, c'est... En même temps, justement, moi, j'ai jamais voulu cet aspect un peu plus de pitié ou des trucs, c'est pas ça du tout. En parler, c'est parce qu'il faut le dire aussi. Parce qu'il y en a qui continuent de vivre ces genres d'affaires. Oui, et ça, c'est vraiment... s'il y a un message que je préfère passer, c'est il faut en parler, il faut le dire, parce que lorsqu'on n'en parle pas, c'est un poids énorme. Donc, quand moi, j'ai commencé à en parler, il y a des images qui sont revenues. D'ailleurs, le premier roman, il est bâti sur des fragments, des tableaux, parce que ce qui revient, ce sont des flashs, des images, c'est des petits bouts. Et puis, donc, le premier roman est bâti sur ces petits tableaux, ces petits flashs, alors que le deuxième roman, qui traite beaucoup plus de ma mère, parce que dans le premier, les gens me disaient, oui, mais et ta mère? OK, parce que dans le premier, vous ne faites pas mention de... Non, de très peu, de façon très discrète. Okay. Je parle beaucoup plus donc, de la relation d'abus, parce que l'abus, il y a l'abus sexuel, mais il y a tous les autres abus qui viennent avec cet abus sexuel-là. Et donc, dans le deuxième, je traite beaucoup plus de ma mère et j'essaie de comprendre, en fait, vraiment de comprendre pourquoi elle a gardé le silence. Et ça a été le départ, en fait, de ce roman-là. Et petit à petit, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est toute la relation d'absence. Ma mère n'était jamais là, elle était là physiquement, mais elle n'était pas vraiment là pour ses enfants. Et pourquoi cette femme-là s'est retrouvée dans cette situation-là, alors que j'ai eu accès à ses journaux quand elle avait 17 ans, 18 ans. Elle est enjouée, elle est heureuse, elle est pleine de vie. Et là, on s'est dit, mais cette mère-là, moi, je ne l'ai jamais connue. Mais jamais. Et donc, ça a été un choc de trouver ses journaux personnels, de me dire, mais cette femme-là, elle était heureuse, elle a eu... une jeunesse épanouie, on va dire. Une jeunesse épanouie, elle était... enfin, c'est ce que je peux imaginer d'après son journal, certainement des zones d'ombre aussi, mais... Et donc, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'elle
elle devienne la femme et la mère, surtout qu'elle a été, qui a accepté, enfin, qui n'a pas parlé en tout cas. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de comprendre dans le deuxième. Et ce ressac-là aussi, parce que ça revient et on se dit, mais comment ça se fait? J'ai vidé la maison de ma mère, il y avait des objets là qui, moi, me faisaient revivre. Ça, c'était après son décès, donc après 2010, il y a eu... Oui. OK. En fait, il y a eu 2 moments, parce qu'elle est morte en 2010. OK. Et là, je suis allée avec mon père, qui était mon agresseur, vider la maison de ma mère. Ils ne vivaient plus ensemble. Et en 2014, mon père est décédé. Oh, wow! Et là, c'est la fratrie, mes 2 frères, ma sœur, et on est allé à ce moment-là vider la maison de mon père, où il y avait déjà le ménage de ma mère qui avait été placé là après le décès de ma mère. Et là, c'était de nouveau revivre encore tous ces sentiments-là. Chaque objet nous ramenait à notre passé. Et il a fallu un tout petit peu à la fois vider les maisons, puis essayer de faire le ménage aussi dans notre esprit. Ménage émotionnel, j'imagine. Voilà. Puis quand vous avez parlé du journal de votre mère, vous l'avez découvert, c'était vraiment... Il décrivait vraiment juste sa jeunesse ou arrivé un moment, elle a arrêté d'écrire? Elle a arrêté d'écrire, justement. Moi, ce que j'ai trouvé, je pense qu'elle a tenu son journal toute sa vie. C'est ce que j'avais, moi, comme impression. Mais ce qu'on a pu retrouver, c'est toujours ça qu'on travaille dans mon travail personnel. Je travaille, comme je suis professeure, je travaille en sociolinguistique historique, je travaille sur les correspondances familiales à date ancienne. Donc, quand on travaille sur des correspondances, on sait toujours qu'il manque des éléments. Il y a des lettres qui ne sont pas parvenues, qui ont été jetées, qui ont été déchirées. Dans le cas de ma mère, ce qui reste, c'est son journal personnel quand elle avait entre 17 et 19 ans. OK, justement. Donc, le moment où elle, un peu avant qu'elle rencontre mon père, le moment où elle rencontre mon père, et un tout petit peu après, et ce qui est vraiment frappant, c'est que la deuxième année, donc quand l'année 56 commence, les dernières pages ont été arrachées, carrément. Et là, moi, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et matériellement, on le voit qu'il s'est passé quelque chose. Les pages ont carrément été arrachées, jetées. Et donc, et ça correspond à un moment où ma mère a dû retourner chez ses parents. Et ça, c'est assez frappant parce que matériellement, on voit l'effet de la violence qu'elle a pu vivre à ce moment-là. Jusqu'au point de voir, en découdre peut-être avec l'histoire, même pas avoir des écrits. Je vais vous garder avec moi. Et puis, après la pause, vous aussi restez parce qu'on va continuer de parler de Ressac. Histoire très passionnante. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me conter des mantres qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose. Quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens me faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du roman Ressac de l'auteur France Martineau, qui est une histoire personnelle et poignante, parce que là, on parle de toutes sortes d'abus, là, pas seulement de l'abus sexuel, mais de plein d'abus.
Oui. En fait, on parle beaucoup de négligence maternelle. C'est un gros mot parce que... mais dans le cas de ma mère, je dirais que la difficulté... Souvent, moi-même, je suis mère, hein, donc souvent, on se pose des questions et je me disais... comment a-t-elle pu arriver à ce point-là? Je raconte un moment... dans son journal, elle parle de mon petit frère qu'elle met dehors. Mon petit frère a peut-être 6 mois, qu'elle met dehors l'hiver. Je pense qu'elle ne se rendait pas compte de ce que ça représentait. Okay. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, bon, c'est quand même une mère que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Donc, je raconte un peu la difficulté de la rejoindre et tous les efforts, enfants, que j'ai mis à essayer de la rejoindre, de la reconquérir, de lui parler. Des efforts qui étaient le plus souvent rejetés parce que, bon, elle-même avait ses propres... je pense qu'elle était très souffrante. Hein. C'est ce qu'il faut retenir de ma mère, je pense. Donc, dans Ressac, je parle, c'est en 3 parties. Il y a une première partie où je parle du moment où on est allé chez mon père vider la maison. Okay. C'est le premier ressac, les objets qui nous ramènent. Le deuxième ressac, je parle beaucoup de ma mère. J'essaie de comprendre les objets qui lui sont liés, comment ces objets-là m'ont permis à moi de me guider un peu dans mes souvenirs. Et dans le troisième, je parle finalement de comment moi, comme individu, j'ai réussi un peu à surmonter cette absence, donc le vide. Ce qui est particulier, c'est quand on écrit sur le vide maternel, ce qu'on est en train d'écrire, on est en train de créer de la présence. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus juste possible aussi dans les émotions, de ne pas... c'est une personne d'abord souffrante, de ne pas charger une personne souffrante. C'est une personne que j'ai beaucoup, beaucoup aimée aussi, mais qui n'était pas capable, elle, de s'investir. Oui. Puis quelqu'un disait une fois, là, on ne donne que ce qu'on a. Puis vous avez dit tantôt, dans le premier bloc, vous avez découvert un journal d'une jeune femme très enjouée, 17 à 19 ans. Puis juste après, il y a des pages qui se déchirent. C'est qu'elle a vécu forcément quelque chose qui l'a amenée à devenir la mère qu'elle était, indépendamment d'elle, en fait. Bien, certainement, une chose que l'on sait, c'est que ma mère venait d'un milieu social assez élevé, un milieu bourgeois. Et c'est un peu par hasard qu'elle a rencontré mon père parce que l'autobus traversait les 2 quartiers. Mon père vivait dans un quartier plus modeste. Donc, c'est par hasard. Ils se rencontrent dans l'autobus. Le vrai amour, c'est comme ça qu'il se fait. Donc, c'est l'amour fou. Et elle va tomber enceinte hors mariage, donc avant le mariage. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Il faut se remettre à l'époque, hein, on est en 55, là, c'est impossible. Et donc, il va y avoir un premier rejet, je pense, de sa famille. En tout cas, elle le vit comme un rejet, certainement. Et elle se retrouve à vivre dans un autre milieu. Il faut qu'elle apprenne cet autre milieu. Elle est contente de vivre dans cet autre milieu-là, mais c'est difficile pour elle. Imagine une jeune fille, elle a 18 ans, elle vient d'un milieu... elle a été élevée dans la ouate, elle se retrouve dans un autre milieu. Donc, et finalement, donc, elle va être obligée de retourner chez ses parents pendant un certain temps. Ça va être un autre, pour elle, épouvantable aussi. Donc, c'est ce qu'on est capable de retrouver. Et ensuite, j'essaie de reconstruire, de comprendre cette personne-là à travers ma propre expérience de relation de non-relation avec elle, parce que ça a été depuis toujours, jusqu'à son lit de mort, hein, où, là encore, elle garde la porte fermée. Et je vais pouvoir finalement lui dire adieu, mais au départ, elle a refusé. Elle était déjà ailleurs, je pense. Puis, quelle est la relation que vous entretenez avec, on va dire, les autres parents de votre famille, donc les oncles, les tantes? Oui, les oncles, les tantes, il y a du côté de ma mère, on se voit beaucoup moins. Du côté de mon père, on a eu enfance, cousins, on allait dans un chalet à Macham, et donc on a de très, très beaux souvenirs de tous les cousins et les cousines. Donc, les cousins et cousines, on a de très bonnes relations. Lorsque le premier roman est sorti, ils m'ont beaucoup épaulée. La famille aussi, mes frères, mes sœurs m'ont épaulée. Ça, c'est important, mais c'est évident que chaque fois
quand on se rencontre, les frères, les sœurs, il y a toujours ces agressions, ce vide qui est là au centre de nos relations. C'est difficile de créer des relations quand on a vécu dans l'absence, au fond, d'une mère. Vous avez de bons rapports avec vos frères et sœurs aussi, oui? Oui, on se voit. La plupart sont devenus artistes. Hein. Comme quoi, la création, ça aide aussi à surmonter beaucoup le passé. Et donc, dans mon cas, moi, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé. J'ai un frère qui est peintre, j'ai une sœur qui est sculpteur, un autre frère qui a fait de la poésie. Donc, je pense qu'on a tous trouvé une voie à travers la création aussi. Écrire, là, les coachs même en parlent, là, d'écrire, c'est vraiment une thérapie. Mais en même temps, ça fait remonter tellement de choses qu'il y en a qui n'osent pas écrire. Parce que je suppose que quand ça fait remonter, on pleure, on n'a plus envie de continuer. Comment vous avez fait avec Ressac? Moi, au contraire, le fait d'écrire, ça m'a permis de comprendre. J'écrivais et parfois, quand deux phrases se mettaient ensemble, je me disais « Ah, mais oui, c'est là la justesse de l'émotion. C'est là que ça me permettait, en fait, de mettre sur papier et d'avoir une certaine distance vis-à-vis d'une émotion qui était très, très présente. Okay. Et là, quand je la voyais sur papier, ça me permettait déjà de créer une distance face à moi. Et donc, ça m'a permis de mieux me comprendre, d'écrire. Donc, au début, je pensais écrire sur ma mère, en fait. Et plus j'écrivais, plus je me disais, au fond, non, j'écris sur la relation d'absence avec ma mère. Et à la fin, je me suis dit, au fond, j'écris... prendre un peu de distance. Oui. Ouais. Je pense qu'en fond, le roman, c'est un roman sur la réconciliation, mais avec ma mère, mais beaucoup avec moi, en fait. Parce que comme enfant, j'étais persuadée c'est moi qui avais tort. C'est moi qui n'étais pas assez aimable pour ma mère et que jamais je n'arriverais à être assez aimable. À un moment donné, je pensais que j'étais même orpheline. Je me disais, mais ma vraie mère, elle doit être ailleurs. C'est pas possible que ce soit cette femme-là, ma mère. Et donc, ça a répondu à certaines questions que vous vous posiez, en fait. Oui. On a toujours l'impression que c'est nous. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être dans mon tort. Et finalement, le roman m'a permis de me dire... Non, peut-être que le problème, c'était pas tout à fait mon problème, que c'était le problème de l'autre. Après la pause, on va lire un passage parce que vous avez réservé un passage pour nous. Donc, après la pause, on va découvrir un passage de Ressac. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. Cette semaine, à Notre en parle, Sophie Martel nous propose des couleurs chaudes et froides pour notre bonne mine. Et Linda Babulik nous aide à faire un plan. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sylvie Beauregard qui nous raconte le fait qu'elle a fermé boutique pour partir en voyage à la découverte d'elle-même. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je vais laisser la parole à France Martineau, notre auteur de Ressac, qui va nous lire un passage. Ce jour-là, Julie trouva la boîte bleue. « C'est ça que tu veux? » Elle la regardait, étonnée que je tienne à cet objet-là. Je la lui pris fébrilement des mains, me mis à pleurer. Je ne savais pas pourquoi, dans la confusion de sentiments qui remontaient, mêlés aux larmes salées. La boîte me ramenait à Suzette, mais en creux, sans elle, mais tout de même à elle, sans que je sache si je désirais m'en approcher ou m'en éloigner. Je regardais de plus près la boîte, le ressort était brisé. Ce même jour, je trouvai le journal personnel de Suzette, jeune adulte.
je plongeais dans la lecture, dans ce passé incertain, pour comprendre comment nous nous étions perdus de vue. Merci beaucoup, France Martineau. C'est tellement beau ce que vous avez écrit. Et puis, je veux vous dire félicitations parce que ça prend du courage pour écrire tout ça. Et puis, merci d'avoir partagé cette histoire-là avec nous. Et puis, comme vous l'avez dit tantôt, le message, c'est il faut en parler. Alors, voilà, maison, si vous ne savez pas où vous procurer Ressac, c'est juste aux éditions Sémaphore. Vous allez sur la barre de recherche Google et je suis sûre que vous pourrez avoir accès à ça. Je vais vous montrer encore la page de couverture. C'est ce livre-là que vous pouvez avoir là-bas sur les éditions Sémaphore. Demain, à l'émission, on va rencontrer Roxane Bélanger, orthophoniste, qui va nous parler du langage chez les tout-petits. On se voit demain. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.